Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Révolution dans les transports à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré pour la fête de l'indépendance le train urbain. Désormais, la ligne gare centrale aéroport de Njili reprend du service après 15 ans d'arrêt. La RDC à l'assaut du secrétariat général de la francophonie, Juliana Lumumba a défendu sa candidature mardi 30 juin à Paris devant les ministres de l'EIF. Les détails dans ce journal. Au Burkina Faso, des candidates défient la maternité pour décrocher leur diplôme. À Gawa, Assetada a repris les épreuves à peine 24 heures après son accouchement, un élan de détermination salué par les autorités régionales. Événement historique sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Air Congo déploie ses ailes avec l'acquisition d'un Boeing Dreamliner 787-800 accueilli le 30 juin par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce nouvel appareil, capable de transporter plus de 260 passagers, va opérer la ligne internationale Kinshasa-Bruxelles. À l'aéroport de Njili, le président a également procédé à l'inauguration de la nouvelle rotonde, un véritable coup de jeune pour les infrastructures de la capitale. Nous y reviendrons. C'est également un ouf de soulagement pour les Kinois. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également inauguré le 30 juin les nouveaux rails reliant la gare centrale à l'aéroport de Njili. C'est après près de 15 ans d'interruption totale du trafic que ce tronçon ferroviaire de 25 km reprend vie. Ce projet ambitieux vise à désengorger la capitale en ramenant la durée du trajet à seulement 20 ou 30 minutes. Je vous invite à suivre l'ambiance qui a régné sur le lieu. Loin d'être une simple réouverture technique, ce projet de trafic ferroviaire gare centrale aéroport de Njili répond à une vision globale de désengorgement de la ville de Kinshasa. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, nous explique l'idée fondatrice de cette relance et ce qu'elle va changer pour les Kinois. On l'écoute. Notre ville de Kinshasa est en train d'être étouffée avec les embouteillages et consorts. Nous avons eu le devoir auprès des chefs de l'État et du vice-premier ministre du Transport de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains. Et ça n'a pas été facile. Et là, nous y sommes. La liaison a été effectuée depuis avant-hier. Il nous reste maintenant des finitions, consolider la plateforme pour que nous puissions augmenter la vitesse commerciale de telle manière qu'entre la gare centrale et l'aéroport de Njili, qu'on puisse y aller en moins de 30 minutes. Mais là, le gros est fait, les grosses œuvres sont terminées
nous sommes dans la finition. La symbolique, c'est que maintenant, nous pouvons commencer à nous attaquer à la grande problématique des embouteillages et des pollutions sur la route, les routes de Kinshasa. Vous savez que si une seule rotation le matin vous prend entre 4 000 et 6 000 personnes, c'est le nombre de voitures que nous mettons. Et comme nous comptons mettre au moins 2 rotations chaque matin, nous aurons le matin plus de 8 000 passagers qui vont partir de la gare centrale, qui vont partir de l'aéroport vers la gare centrale et le soir pareil. Le mérite par le travail, la patrie par l'entreprise, c'est le leitmotiv du nouveau programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, lequel programme a été lancé ce 30 juin par le président Félix-Antoine Tshisekedi, porté par une première enveloppe de 50 millions de dollars. Cette initiative repose sur 3 piliers, à savoir former, employer et entreprendre. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'assurer des résultats mesurables pour cette transformation économique. On l'écoute. Ce programme repose sur la conviction que l'État ne peut pas, à lui seul, employer tous les jeunes Congolais. Mais il a le devoir de créer les conditions pour que chaque jeune puisse se former, accéder aux opportunités, entreprendre, travailler dignement et contribuer à la prospérité nationale. Notre objectif n'est donc pas de distribuer des illusions, mais d'ouvrir des chemins réels à travers des mécanismes concrets de formation, de financement, d'accompagnement, d'orientation et de suivi. Pour y parvenir, le programme s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe est celui de la formation professionnelle. Nous devons réconcilier l'école avec le métier, la formation avec l'économie, le diplôme avec la compétence. Notre pays ne pourra pas se développer durablement si nous continuons à former des jeunes pour des emplois qui n'existent pas, alors que nos entreprises recherchent des compétences qu'elles ne trouvent pas. Nous allons donc renforcer les écoles des métiers, développer les centres de formation professionnelle, promouvoir l'apprentissage, l'alternance, les stages de découverte et les filières techniques, afin de préparer nos jeunes aux besoins réels de l'agriculture, de l'agrotransformation, des mines, de l'énergie, du numérique, de l'industrie, des infrastructures, de l'économie verte, de l'économie créative et des chaînes de valeur locales. Le deuxième axe est celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat doit devenir, pour la jeunesse congolaise, une voie normale, accessible et valorisée. Non une aventure réservée à quelques privilégiés, encore moins une simple stratégie de survie dans l'informel, mais une véritable voie de dignité, de création de richesse et d'indépendance. Beaucoup de jeunes Congolais ont des idées, du courage et du talent. Mais une idée, aussi prometteuse soit-elle, ne devient une entreprise viable que si elle est accompagnée, financée, formalisée et insérée dans un marché réel. C'est pourquoi le programme prévoit notamment l'opérationnalisation du concours national des plans d'affaires simplifiés, le CONAPAS. Le ministre en a largement parlé ici, qui est destiné à identifier, sélectionner, financer et accompagner sur toute l'étendue du territoire national des projets porteurs de valeur, d'emploi et de transformation locale. Autre chose, le gouvernement de la République démocratique du Congo accuse ouvertement le Rwanda de bloquer le processus de paix. 1 an après la signature de l'accord, le ministre de la Communication et des Médias affirme que Kigali manque cruellement de volonté politique pour honorer ses engagements. Patrick Mouyaya était l'invité de France 24. Suivez. Mais c'est la même rengaine, hein. Pour un petit rappel historique, cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo. Mobutu,
Kabila père, Kabila fils, et maintenant le président Tshisekedi. C'est un faux prétexte. Mais évidemment que c'est un faux prétexte, parce que c'est que nous disons, nous ne sommes pas le seul à les dire. Il y a des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, il y a les services des renseignements de pays étrangers qui savent que même s'il existe des résidus de ces FDLR, ils ne représentent pas une menace pour le gouvernement rwandais, et cela ne justifie en rien cette agression criminelle avec tous ces milliers de morts. Et aujourd'hui, il y a une gouvernance par crime qui empêche même aux Congolais de célébrer la qualification à la 16e phase finale de la Coupe du Monde. Je vais vous dire l'horreur, la barbarie, mais tout ça pour couvrir le processus de pillage. Combien de soldats rwandais actuellement, selon vos informations, sur votre sol? Bon, écoutez, je ne saurais pas vous donner des statistiques, mais dans ce que nous savons, si vous regardez les opérations qui ont été faites depuis janvier, on a un minimum de 10 000 hommes qui sont impliqués, et d'ailleurs, qui sont régulièrement, même là, on parlera sur mode Ebola, mais qui sont régulièrement redéployés parce qu'il y a une stratégie délibérée, décidée par les présidents rwandais, d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Alors en parlant de manœuvres, peut-être que c'est devant la Cour internationale de justice qu'ils devront, eux, s'expliquer, mais observez avec moi, cher Marc, que ce qui est dit ici, c'est pas simplement le gouvernement congolais qui les dit, il y a des rapports depuis 30 ans qui sont documentés, on va regarder les rapports mapping des Nations Unies, les différents rapports qui documentent les activités criminelles que seul le Rwanda ne va pas, de toute évidence, c'est l'empire du mensonge, il ne faut pas attendre du Rwanda qu'il reconnaisse la vérité sur ces actes criminels. Mais ceci dit, nous avons un front judiciaire. Parce qu'au-delà du fait que nous sommes engagés pour la paix, mais nous devons nous assurer d'autre part qu'il n'y ait plus jamais de répétition de ces crimes. À la Cour internationale de justice, c'est le Rwanda comme pays, mais n'oubliez pas qu'il y a une commission d'enquête internationale qui est sortie de Human Rights Council à Genève, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui enquête depuis janvier 2022, parce que pour nous, il faut à la fois que le Rwanda paye comme pays, mais il faut que tous les complices, dont les différents fils du président Kagame, qui opèrent en toute illégalité, dans toute la criminalité, répondent de leurs actes. C'est à ces prix que nous pourrons parvenir à une paix définitive dans cette partie du pays, avec une garantie, s'il vous plaît, de non-répétition de ces actes d'agression. Et puis ce grand oral inédit à Paris pour la succession à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie à l'aube de ses 60 ans. L'institution francophone bouscule ses traditions en soumettant les candidats à des auditions officielles et strictement chronométrées, 45 minutes chacun, sans exception. Parmi les dossiers particulièrement suivis, celui de la République démocratique du Congo. Retour sur le grand oral de sa candidate Juliana Lumumba. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que ma candidature n'est contre aucun État ni aucune personne. Madame la secrétaire générale Louise Mushikwabo a légitimement exercé ses deux mandats. Elle incarne désormais un pan de l'histoire de la francophonie que je respecte. La francophonie, parce qu'on parle souvent du conflit entre le Rwanda et la RDC, la francophonie n'est pas un lieu d'affrontement diplomatique. C'est contraire à ses valeurs. Moi, je propose une redynamisation de la francophonie, plus solidaire, plus inclusive et tournée vers les peuples. Mais il n'en demeure pas moins, au-delà du conflit de Rwanda et de la RDC dont on parle en exergue, il y a d'autres conflits à l'intérieur des États francophones. Il y a le conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a aujourd'hui aussi la tragédie qui se passe au Liban. Il y a aussi ce qui se passe à Gaza. Et évidemment, comme je dis, la francophonie n'est pas le lieu des conflits. Mais nous ne pouvons pas faire en sorte de dire que nous ne voyons pas ce qui se passe. Il s'impose à nous. Et moi, je propose la création de l'Académie francophone de la paix et du bien-être. Cette académie, elle va former des jeunes médiateurs, des experts du dialogue, des spécialistes de la prévention des conflits,
des femmes et des hommes capables d'aider leur société à lutter contre la violence. Il faut que la francophonie soit une organisation protectrice de la paix et du bien-être de nos peuples. Un espace de dialogue capable d'éteindre les braises avant que le feu ne prenne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté cette proposition et qu'il l'a dotée d'un budget de 10 millions de dollars. À Genève, en Suisse, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le ministre congolais des droits humains a une nouvelle fois dénoncé les exactions commises dans l'est de la République démocratique du Congo. Samuel Mbemba a pointé du doigt le Rwanda et les rebelles de l'AFC 123, tout en appelant la communauté internationale à renforcer son soutien à la commission d'enquête afin de lutter contre l'impunité et de rétablir durablement la paix. On l'écoute. Il va sans dire qu'il y a une explosion des cas de violations basées sur les genres entre janvier et mai 2026. On a dénombré 42 600 cas de violences sexuelles officiellement recensés par l'agence OCHA RDC. Le 21 mai, il a été découvert que 10 civils ont été exécutés à Kavumu. À Sangé, nous avons le rapport qui indique des cas de fosses communes où l'on a trouvé 50 corps dans des trous des toilettes. Pire encore, et même sur le point de faire rire, c'est que un militaire M23 à Nyakakoma a tiré sur un éléphant le 4 mai au motif que cet éléphant serait en collaboration avec les Wazalendo. Face à cette situation, la République démocratique du Congo attend de la Commission qu'elle exerce pleinement son mandat afin d'établir les faits, de les qualifier juridiquement, d'identifier les responsables et de formuler les recommandations utiles à la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, malgré la guerre d'agression imposée à mon pays par le Rwanda, le gouvernement demeure résolument engagé dans la promotion et la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'état de droit. Santé au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a inspecté les installations du nouveau centre médical CEMOC à Kolwezi, équipé de 170 lits et de services spécialisés. Cet hôpital moderne est le fruit de l'investissement d'un digne fils de la province, Bernard Kikomo, une œuvre locale saluée par l'autorité provinciale comme un modèle d'accompagnement de la vision présidentielle. Reportage. Un fils du terroir a choisi d'investir chez lui. Son objectif, accompagner la vision de la gouverneure en matière de santé. Le résultat est impressionnant. Un hôpital moderne de 170 lits avec bloc opératoire, imagerie, laboratoire, radiologie, échographie, dentisterie, endoscopie et soins intensifs va mettre à la disposition de la population de Kolwezi et du Lualaba en général toute cette expertise capable de retenir les patients sur place. Fini l'idée qu'il faut sortir du Lualaba pour se faire soigner en dehors de la province. Le centre médical CEMOC ramène l'excellence médicale à domicile aux côtés d'autres grandes réalisations du gouvernement provincial dans le secteur de la santé. Accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela Pichou, celui de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Philippe Roy Kaumba Mayonde et quelques membres de son cabinet, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a inspecté tous les compartiments de cette structure hospitalière. Elle a vu, écouté et validé l'infrastructure. Son constat est plus que satisfaisant après avoir palpé du concret. Pour elle, cet hôpital correspond aux standards internationaux et traduit la volonté de faire du Lualaba un pôle de santé crédible. Au-delà des soins, le centre hospitalier CEMOC est aussi une réponse sociale. En l'érigeant, son promoteur Bernard Kikomo diminue le chômage et crée des emplois directs pour la jeunesse de Kolwezi dans la logique du développement prôné par la gouverneure, bâtir des infrastructures qui sauvent des vies. La visite de l'autorité provinciale dans ces installations est une motivation de plus pour ce grand investissement. Je suis très ému
au nom de mon institution et au nom de tous les hôpitaux CEMOC d'Ilolo, Fungurume et ici à Kolwezi, j'exprime ma profonde gratitude. Cette initiative privée épouse parfaitement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lutte pour la modernisation du secteur de la santé et la promotion de l'entrepreneuriat local. Marie-Thérèse Masuka Saini a immortalisé son passage en couchant conjointement avec le promoteur de l'hôpital quelques mots dans le livre d'or, avant la photo de famille prise avec l'ensemble du corps médical à sa sortie du bâtiment. Renforcement de la sécurité en RDC, 700 nouveaux policiers sont prêts à être déployés sur le terrain. Ces nouvelles recrues ont été présentées officiellement au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, par le commissaire général de la PNC, Benjamin Alunga-Boni, lesquels agents formés au centre d'instruction de Kasangulu dans la province du Congo central constituent la première promotion de la loi de programmation 2026-2030 au programme de cette fin de cycle, démonstration de self-défense, technique de maintien de l'ordre et surtout un appel vibrant à l'éthique professionnelle. Voyez ce reportage. Au centre de formation de la police nationale congolaise de Kasangulu, plusieurs autorités provinciales sont présentes pour accueillir les autorités nationales venues présider la cérémonie de sortie de promotion de nouvelles recrues. C'est un grand jour pour ces milliers de citoyens qui attendent avec impatience cette cérémonie marquant leur intégration officielle au sein de la police nationale congolaise après 3 années de formation. Après l'arrivée du commissaire général de la police nationale congolaise, suivi de celle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, la cérémonie est officiellement lancée. Prenant la parole, le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Alunga-Boni, félicite les nouvelles recrues pour leur engagement et leur volonté de servir sous les drapeaux. Il souligne que cet engagement est une source de fierté fondée sur le patriotisme et les exhorte à faire preuve de discipline, de professionnalisme et de respect des lois de la République dans l'accomplissement de leur mission régalienne, protéger les personnes et leurs biens. La loi portant la réforme de la police a préconisé le ratio de 1 policier contre 350 habitants. Toutes les polices du monde, américaines soient-elles, belges soient-elles, israéliennes, ne peut prévaloir ses aptitudes que par une formation saine et serrée. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani qui clôture la cérémonie. Dans son allocution, il met l'accent sur les attentes du peuple congolais envers ces nouveaux policiers et rappelle la vision du président de la République Félix Tshisekedi en matière de réformes et de renforcement de la sécurité. Je vous invite donc, chers lauréats, à faire honneur à la formation reçue, à votre uniforme, à votre hiérarchie, à vos familles et à la nation tout entière. À l'issue de la cérémonie, ces nouveaux policiers sont mis à la disposition du commissariat général de la police nationale congolaise. Ils seront progressivement déployés conformément au calendrier opérationnel afin d'assurer leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la RDC, la rédaction des Copolis Télévision s'arrête sur la période de l'État indépendant du Congo avant de devenir une colonie belge. Ce vaste territoire a été la possession personnelle de Léopold II, époque synonyme de traumatisme majeur, quota de récolte irréaliste, village incendié et tragique politique des mains coupées. Nous revenons sur ce régime d'exploitation extrême qui a décimé une grande partie de la population. Regardez. Pour forcer les Congolais à travailler, l'armée de Léopold II, la force publique, attaque des villages. Ceux qui refusent de collecter le latex et ceux qui ne livrent pas les quantités de caoutchouc toujours plus importantes exigées par le roi des Belges. S'ensuivent pillages, prise d'otages, coups de fouet, viols, meurtres et massacres de masse. Les gardes africains de la force publique qui commettent ces crimes vont jusqu'à couper les mains, mais aussi les pieds de leurs victimes. Pourquoi ? Parce que les balles distribuées aux gardes de la force publique sont comptées. Les officiers blancs craignent que leurs hommes les accumulent en prévision d'une rébellion. Alors, pour s'assurer que leurs soldats utilisent ces balles pour tuer des gens, les officiers leur imposent cette règle.
une cartouche utilisée égale une personne tuée égale une main coupée. Une main coupée pour preuve d'une balle tirée. Comme celle de Yola, cette petite fille. Des soldats voulaient prouver qu'ils avaient utilisé une balle pour tuer un ouvrier. À côté d'elle, Mola, amputée parce que les soldats avaient serré trop fort ses liens. Quant à Ipongi, des soldats l'ont amputée pour punir son village qui n'avait pas atteint son quota de caoutchouc. Et quand ils utilisent leurs cartouches pour chasser, les soldats coupent aussi des mains ou le pied d'une personne pour justifier l'usage de leurs munitions. Bref, des témoins ont rapporté que la force publique coupait tellement de mains que des soldats les fumaient pour les conserver afin de les présenter plus tard à leurs officiers belges. Très vite, la population locale comprend que la photographie peut lui sauver la vie. Des victimes se rendent à la mission des Sileris pour que le couple photographie leur mutilation. Et plus loin de la RDC, direction le Burkina Faso, rien n'arrête la volonté d'une mère. Agawa Asetada a accouché d'une petite fille avant de composer pour le baccalauréat moins de 24 heures après la délivrance. Malgré l'épuisement, elle a tenu son rang au centre d'examen du lycée d'Omassomé. Dans ce journal, portrait d'une candidate d'exception qui émeut la toile et sa région. Pour de nombreux candidats, le baccalauréat est une épreuve décisive. Pour Bibata Sawadogo, il restera aussi le jour où sa vie a basculé dans le bonheur de la maternité. La jeune candidate a donné naissance à son enfant ce mardi 23 juin 2026 aux environs de 7 heures. Un heureux événement qui aurait pu l'empêcher de poursuivre les épreuves du baccalauréat. Pourtant, malgré la fatigue de l'accouchement et l'émotion du moment, Bibata a fait le choix de revenir au centre d'examen afin de continuer sa composition. Son retour a suscité admiration et respect auprès des responsables du centre, de ses camarades et des enseignants. Dès que nous avons été saisis dans la situation, nous avons accordé une attention assez particulière à cette candidate pour qu'elle puisse composer. Alors, il y a l'infirmerie qui est là, l'agent de santé est disponible. Il est prêt donc à l'accompagner dans ses petits besoins et en tout cas dans tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse composer. En tout cas, toute l'équipe du jury, avec tous les personnels qui accompagnent l'examen, on est tous disponibles en tout cas pour l'accompagner, pour qu'elle puisse avoir le moral qu'il faut, le courage qu'il faut et puis composer. Parce que ce qu'elle a fait, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un acte de courage, elle a besoin d'encouragement et c'est ce que nous faisons. Dans un contexte où l'obtention du baccalauréat représente une étape importante dans le parcours des élèves, l'attitude de la jeune candidate apparaît comme un véritable symbole de courage, de résilience et de détermination. J'ai accouché. Je veux le bac. C'est pourquoi j'ai refusé d'aller en section de rattrapage. Le reste, je suis de. Quelques heures seulement après avoir donné la vie, elle a choisi de défendre ses chances à l'examen. Un engagement qui témoigne de sa volonté de construire son avenir malgré les circonstances exceptionnelles. Quand ils sont arrivés, le président du jury les a accueillis. Il s'est présenté à nouveau. Et comme ils sont arrivés bien avant le début de la première épreuve, le président du jury a accordé à cette bonne dame-là, qui est courageuse, de rentrer composer. Parce qu'elle tenait vraiment à composer. Voilà. Malgré les douleurs, elle tenait vraiment à composer. Donc finalement, avec l'accord de la sécurité, l'accord du chef de centre, le président lui a dit de rentrer composer. Et quand elle est rentrée, en tout cas, nous n'avons pas remarqué un cas particulier qui montre que c'est un signe vraiment qui peut l'empêcher à composer. Cette histoire met en lumière la force d'une jeune femme qui a su, en l'espace d'une matinée, assumer à la fois son nouveau rôle de mère et son statut de candidate à un examen national. Surtout en tant qu'une dame, une mère qui est passée par là, par cette douleur,
Franchement, j'ai eu le pincement de cœur parce que c'était très très difficile. On connaît les douleurs d'un accouchement et malgré tout ça, à l'espace de quelques heures, elle arrive à venir dans sa salle de composition pour composer. C'est vraiment une dame à saluer, vu son courage et sa détermination. Alors que les épreuves du baccalauréat se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national, Bibata Sawadogo laisse déjà l'une des images marquantes de cette session 2026. En donnant naissance à son enfant avant de reprendre le chemin de la salle d'examen, elle offre une leçon de persévérance à toute une génération. Une mère, une candidate, une battante et le deuxième bonheur à l'issue de ses examens. Décrocher le bac, elle y croit. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur notre antenne. Prenez soin de vous.